Dans un lointain pays, un homme se promenait dans la rue. En passant à un endroit qu'il connaissait très bien, il s'aperçoit qu'une nouvelle boutique est apparue. La boutique de la vie réussie. Intrigué, il se rend à l'intérieur et découvre au beau milieu d'un bric-à-brac impressionnant une petite dame souriante et avenante. L'homme s'approche quand la dame l'aperçoit. « Bienvenue, cher client. Dans cette boutique, nous offrons tout pour être heureux. » Intrigué, notre homme interroge. « Tout pour être heureux? Vraiment ?» La dame renchérit. « Absolument tout. Et en plus, monsieur, c'est gratuit. C'est notre concept. » Ne se faisant pas prier, notre homme demande alors. « J'ai besoin de changer de travail. Pourrais-je en avoir un nouveau, intéressant, avec des collègues agréables et motivés, un chef compréhensif et une très bonne rémunération ?» La dame lui répond alors. « Aucun problème, monsieur. Nous en avons un excellent, avec beaucoup de challenge, des collègues inspirants et brillants, une hiérarchie compréhensive et reconnaissante et, en supplément offert, un salaire hors du commun. Désirez-vous autre chose ?» Interloqué, l'homme continue. « Eh bien, j'aimerais beaucoup avoir plus de charisme, une meilleure répartie et plus d'humour dans les conversations. »« Aucun problème, » continuait la dame. « Notre promotion du mois offre justement notre pack charisme, culture et communication fluide à tous nos clients. Autre chose ? Eh bien, avec tout ça, je me connais. Je vais avoir envie d'en profiter, de faire la fête, de bouger. Je ne voudrais pas tomber malade. Très bien, cher client. Nous vous offrons donc une santé de fer pour toute votre vie, un métabolisme d'exception pour récupérer de vos éventuelles soirées alcoolisées. Et enfin, notre petit plus, comme toujours, un sommeil rapide, profond et réparateur. Que voudriez-vous d'autre pour être heureux ? Ah, j'allais oublier l'indispensable. Être bien entouré. J'aimerais avoir beaucoup d'amis, une vingtaine si possible, et une famille agréable avec une femme simple, jolie, aimante, et 2 enfants doués et calmes. Et si je peux avoir une belle maison avec, je serai vraiment heureux. » La dame répond. « Aucun problème, cher client. Nous ajoutons donc un assortiment de 2 douzaines d'amis dévoués et conviviaux, une femme simple, belle, intelligente et compréhensive, ainsi que les enfants qui vont avec. Nous complétons cette offre par une splendide maison avec jardin, piscine intérieure et garage. Êtes-vous content ? » ?»« Oh oui, » répond l'homme au comble de sa joie. « Quand pourrais-je avoir tout ça ? » ?»« Tout de suite, monsieur, laissez-moi juste un petit moment. » La dame part dans l'arrière-boutique, puis revient quelques instants après, avec un petit carton qu'elle tend à notre ami. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demande ce dernier. « Votre commande, » répond la dame. L'homme s'emporte. « Mais c'est pas du tout ce que nous avions dit. Nous avions dit un travail, une maison, des amis, pas ce petit carton minuscule. » La dame répond alors. « Monsieur, je vous assure que tout, absolument tout ce que je vous ai promis se trouve dans ce carton. Par contre, nous ne pouvons vous donner que ce que nous possédons. Et notre boutique ne possède que les graines. Pour ce qui est de les faire pousser, vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Nous avons tous des souhaits, des espérances, une vision de la vie. À cet instant précis, votre perception de votre monde et de votre vie est ce qu'elle est, peut-être positive ou peut-être négative. Nous souhaitons tous voir apparaître dans nos vies des choses ou des événements qui ne sont pas présents, mais nous souhaitons tous également voir disparaître beaucoup d'autres. Faire de sa vie ce que l'on souhaite est clairement prévu par la vie en elle-même. Nous n'avons pas forcément appris cela dans notre passé, mais il existe bel et bien une voie. Cette voie s'ouvre naturellement et très facilement à toutes celles et tous ceux qui acceptent d'en recueillir la pleine conscience et d'en faire le choix. Tout ce qui a été fait peut être défait, mais c'est en comprenant cela que vous avez aujourd'hui l'opportunité de découvrir votre véritable nature.
La nature n'aimant pas le vide, chaque portion de négatif éliminée en vous sera immédiatement remplacée par de nouvelles choses positives. Peu à peu, ce travail en conscience vous permettra d'accéder au bonheur et à l'abondance, car croyez-le, la vie peut être vraiment merveilleuse. Rappelez-vous, notre boutique ne possède que les graines. Pour ce qui est de les faire repousser, vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Depuis combien d'années souffrez-vous d'inconfort dans votre vie? Depuis combien d'années tentez-vous d'être totalement heureux ou heureuse sans jamais y parvenir complètement? Nous devons savoir qu'est-ce qui nous enferme pour pouvoir enfin vivre libre. Nous allons donc entrer immédiatement dans le vif du sujet, et voici donc les différentes choses qui nous enferment. Pourquoi pensez-vous que vous avez des problèmes qui reviennent sans cesse dans votre vie? Pourquoi faites-vous face à certains problèmes de santé? Pourquoi? 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 Nous possédons tous une partie de nous-mêmes que l'on appelle l'inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient? Nous pourrions décrire l'inconscient comme un super gardien qui a pour fonction de nous maintenir en vie. En cela, vous pouvez facilement comprendre que c'est bien votre inconscient qui gère vos fonctions vitales. Vous ne réfléchissez pas. Vous n'êtes conscient ni de votre respiration, ni de vos fonctions digestives, ni de votre équilibre. En plus de ces fonctions vitales, l'inconscient vous protège et vous avertit de tout ce qui pourrait vous mettre en danger. Mais comment fait-il ça? On peut considérer l'inconscient comme un immense disque dur, où la moindre de vos pensées, la moindre de vos émotions, la moindre seconde de votre vie sont stockées, et cela depuis votre conception jusqu'à cet instant où vous écoutez ces paroles. Prenez conscience maintenant que votre inconscient stocke des centaines d'informations par seconde. Comprenez également qu'il stocke aussi bien ce qui est bon que tous les programmes qui travaillent contre vous-même. L'inconscient n'a pas de possibilité de juger et d'analyser les données. Il enregistre simplement vos pensées, vos émotions, ce que vous entendez, voyez, touchez, sentez et goûtez, vos expériences, bonnes ou mauvaises. Il les stocke dans sa base de données. Prenons un exemple pour illustrer ce propos. Imaginons un enfant de 3 ans. Jouant dans le jardin de sa maison, il profite d'un bonheur qui n'appartient qu'à des enfants de cet âge. Derrière le jardin se situe une magnifique haie de buissons bien taillée, qui sépare la propriété de la route. L'enfant joue donc en se sentant tout en sécurité. En un instant, tout bascule. Car un accident de voiture se déroule juste derrière le buisson. Il y a un bruit assourdissant. Et au même moment, un papillon s'envole du buisson. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que l'inconscient va faire? Son inconscient va enregistrer absolument tout. La couleur de la haie, la température de l'air, le son, l'odeur ambiante, le papillon qui s'envole, le bruit de la tôle qui se fracasse, l'émotion de peur ou de terreur de l'enfant, la réaction immédiate de l'enfant. L'inconscient va enregistrer toutes ces informations en moins d'une seconde et va les stocker dans un endroit qui lui appartient, pour pouvoir ensuite les restituer, au cas par cas, en cas de besoin. En fait, il va enregistrer toutes ces expériences de 2 façons possibles. Soit comme bonnes et à réitérer, soit comme pas agréables et donc à éviter. Le rangement ou le classement est binaire. Notre jeune garçon grandit, tout se passe bien. Il est maintenant un beau jeune homme, celui-ci est invité à un mariage, et la cérémonie se passe à l'extérieur par une belle journée d'été. Il y a de magnifiques buissons décorés pour la circonstance. Tout le monde est joyeux. Et tout à coup, un papillon s'envole du buisson. Et voilà notre jeune homme qui discute tranquillement avec un convive, qui voit inconsciemment le papillon s'envoler. Que va-t-il se passer à votre avis?
Notre jeune homme, tout d'un coup, et sans rien comprendre, se met à ressentir une forte angoisse. Qu'est-ce qui vient de se passer? Notre ami l'inconscient, pour protéger notre pauvre jeune homme, n'a pas trouvé mieux que de lui signaler qu'il y avait un énorme danger. Pourquoi a-t-il fait cela? Comme je vous l'ai dit, l'inconscient ne dispose d'aucune capacité de jugement. Face à un stimuli, quel qu'il soit, l'inconscient réagit immédiatement. Comme des années auparavant, il a enregistré le papillon qui s'envolait en même temps que le bruit de l'accident. Il a joué son rôle qui est de mettre en garde le jeune homme. Donc en voyant le papillon s'envoler du buisson, en quelques millisecondes, il est allé consulter sa base de données. Et vu qu'il l'avait classé dans les événements à ne pas réitérer, il a ramené à la surface les émotions enregistrées lorsque ce jeune homme était un petit garçon, et que l'accident s'est produit. Le gros problème, c'est qu'il ramène toujours l'émotion vécue, sans jamais ramener le souvenir auquel il est lié. Et c'est justement là que se situe le gros problème. Car jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tous impuissants à pouvoir faire face à de nombreuses situations. Nous sommes émotionnellement la marionnette de notre inconscient. Nous réagissons à longueur de journée. Toute notre vie, nous subissons des stimuli sans même en être conscients. Et toutes ces réactions nous mettent dans un état de stress intense, quasi continuel. Toute notre vie d'adulte, nous sommes en réaction, sans savoir ni pourquoi, ni comment faire autrement. 99% des émotions négatives, qui engendrent des problèmes plus ou moins graves dans notre vie, les problèmes de couple, d'estime de soi, mais les problèmes de santé inclus, proviennent de ce que notre inconscient nous alarme, dès lors qu'il pressent un danger pour nous. Ce fonctionnement est basé sur le fait qu'en réalité, un événement mineur s'est déroulé dans notre petite enfance. Mais jusqu'à ce moment-là, à cet âge-là, nous n'avions pas la possibilité physique ou verbale de pouvoir affirmer ou infirmer l'information que nous recevions. Il en va de même pour toutes les injonctions négatives du type « tu es bête »,« tu es pas gentil » ou « sois gentil »,« la vie est dure »,« il faut transpirer pour gagner sa vie ». Absolument toutes les paroles prononcées devant vous par vos parents, voisins, professeurs, ont été intégrées par votre inconscient comme une stricte vérité, sans jamais y mettre aucun filtre. Tout cela s'est transformé en ce que nous appellerons désormais vos croyances. Je vais vous donner un autre exemple qui illustre ce processus. Une patiente de 43 ans souffrait d'un complexe très difficile à vivre pour elle. Où qu'elle se trouve, dans n'importe quelle circonstance, elle se sentait toujours de trop. Elle s'excluait donc systématiquement de tout. Socialement, ce n'était pas valorisant pour elle, c'était une épreuve continuelle. Elle n'a pourtant pas manqué d'affection quand elle était enfant, issue d'une famille très unie. Mais n'en pouvant plus, elle décide de suivre une thérapie, et elle arrive finalement à la source du problème. Un jour, alors qu'elle avait 1 an et demi, elle et toute sa famille sont allés pique-niquer au bord d'une rivière. Tout se passait parfaitement bien. Tout le monde était joyeux. Et le père de cette dame la tenait dans ses bras. Tout à coup, ce papa joueur s'est exclamé en plaisantant « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'elle ?» en désignant l'enfant qu'il tenait dans ses bras. « Oh, eh bien on n'en a pas besoin, on la jette !» Et il fit mine de jeter l'enfant dans la rivière. Vous commencez à comprendre comment fonctionne notre inconscient. Une seule phrase entendue dans la petite enfance peut déclencher un problème majeur dans la vie d'une personne. Cela se confirme dans 90% des problèmes que nous rencontrons à l'âge adulte. Comprenez bien qu'une seule toute petite phrase entendue, dans votre enfance, a créé les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui en tant qu'adulte. Pour pouvoir se départir d'un problème, pour pouvoir modifier un comportement, pour ne plus être en proie à des moments de stress, d'angoisse, de colère, de douleurs émotionnelles, il est essentiel d'aller à la source de ce problème et de le modifier à la source, c'est-à-dire à la seconde où il a été enregistré. Il est important que la personne se souvienne de ce qui s'est passé dans sa toute petite enfance. Vous allez me dire, impossible. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, et c'est avec grande joie que je vous le délivre.
Avec les nouvelles techniques que vous allez apprendre à utiliser dans le programme Kepri, ceci sera possible et vous verrez apparaître dans votre vie la clé pour accéder à la source de tous vos problèmes de vie. J'insiste, cela ne se fera pas évidemment en un seul jour. Qui dit aller à la source du problème, dit pouvoir logiquement régler le problème. Vous allez donc également accéder à la source des problèmes de santé que vous avez aujourd'hui. Et pour la plupart, leur donner la possibilité de se résoudre. Vous avez été nourris durant des années de nombreuses informations, pour certaines justes, pour d'autres totalement fausses. Nous sommes des êtres humains, avant même d'être ceci ou cela. Nous sommes gouvernés par notre mental. Notre inconscient fonctionne de la même façon pour tout être humain. Notre inconscient stocke des informations depuis la création de notre cerveau. Je dis bien depuis, ce qui pose clairement le fait que cela continue, même à l'âge adulte. Le yin cherche à développer son yang manquant, et le yang conscient cherche à développer son yin manquant. C'est une bien belle théorie sur le papier. Car tout ce que vous le comprenez avec la partie consciente de votre mental. C'est juste, mais c'est une voie éprouvante au résultat purement intellectuel, dont votre inconscient se tape totalement. Vos réactions inconscientes restent inconscientes tant que la source émotionnelle n'est pas vue dans les mémoires inconscientes. C'est donc pour cela que beaucoup de yin accumulent des énergies mentales yang qui sont devenues des croyances mentales. Il faut et tu dois devenir yang ou yin. Action mentale consciente versus réactions émotionnelles inconscientes. Qui, d'après vous, va remporter l'affrontement? Toujours. Le travail conscient, mental, intellectualisé est utile. Je ne le nie pas. Il reste pourtant construit sur le socle de l'inconscient, lequel reste instable tant qu'il n'a pas été exploré. Construire un nouveau château sur des ruines est la meilleure garantie de le voir s'écrouler sous peu. Donc, pour pouvoir solidifier les bases, il est possible de comprendre qu'il faut travailler sur les fondations, et donc sur l'inconscient. Après, tout travail intellectuel et conscient trouvera sa place, sur des bases solides et stables. Les âmes se sont choisies des incarnations en lien avec le karma de l'humanité, ce qui implique de nombreuses expériences déjà vécues dans les vies passées et condensées en une seule vie. C'est donc fondamental d'aller explorer dans toute la partie de son inconscient, non pas les mémoires familiales du transgénérationnel, mais ses propres mémoires personnelles, du bébé à l'adulte. Ces mémoires incluent certes le familial, mais aussi toute expérience en lien avec des personnes qui ont eu ascendant sur nous, enseignants, amis, famille, médias, collectifs de pensée, religion ou autres. Si vous parvenez à éliminer en vous les réactions émotionnelles inconscientes, parce que vous en voyez de nouveau l'origine, et en comprenez la raison, alors vous aurez plus de facilité à gérer vos relations affectives. Acceptez de voir cela, pour l'humain que nous sommes, permettra sans aucun doute possible de générer d'autres énergies, plus positives. Je voudrais maintenant vous parler du stress, car il est tout comme la peur, à l'origine de tous les maux. Nous vivons tous des moments de stress chaque jour, mais le stress n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est seulement une mauvaise chose quand vous ne pouvez pas le gérer efficacement. Chaque fois que vous vous sentez stressé, vous avez une certaine réaction. Et la réaction au stress dépend de la façon dont vous pensez, dont vous croyez et vous comportez, ainsi que de vos attitudes et vos valeurs. À un moment donné, chacun réagit au stress, et la plupart des gens réagissent au stress d'une manière à peu près semblable. À l'origine de l'humanité, la Terre était peuplée d'hommes et de femmes habitant essentiellement dans des cavernes. Afin d'assurer leur survie, ils avaient à fuir des bêtes dangereuses ou à les combattre, à se battre contre d'autres humains qui souhaitaient s'emparer de leurs biens et de leurs denrées. C'était à cette époque de l'humanité le seul moyen qu'ils avaient pour survivre. Au fur et à mesure des expériences qu'ils ont vécues, générations après générations, ils ont enregistré dans leur cerveau tous les dangers pouvant mettre leur vie en jeu,
Prenons l'exemple des bruits. Dès qu'ils entendaient un bruit, immédiatement leur cerveau commandait au surrénal d'injecter de l'adrénaline dans les muscles afin qu'ils puissent soit fuir, soit combattre. Or, aujourd'hui, notre humanité a considérablement évolué et nous n'avons, pour la plupart d'entre nous, Dieu merci, plus à combattre ni à fuir pour survivre. Le problème est que nous avons hérité du cerveau limbique de nos ancêtres et ce cerveau fonctionne toujours de la même manière de nos jours. Toutefois, du fait de l'évolution de nos vies, la réalité d'autrefois a muté. La fuite n'a plus lieu d'être puisqu'il faut être courageux. Et elle n'a laissé place qu'à la peur ou à l'état de sidération. Et le combat n'étant plus toléré dans nos structures sociétales, il a laissé place à la colère. En vérité, la nature humaine reste ce qu'elle est. Alors que n'importe quel bruit survient, notre cerveau continue à commander aux glandes surrénales d'injecter de l'adrénaline aux muscles. Chaque fois que notre inconscient considère que nous sommes en danger, que le danger soit effectif ou totalement imaginaire, ses fonctions restent exactement les mêmes. Nos muscles reçoivent de multiples doses d'adrénaline quotidiennement pour que nos muscles puissent répondre à un combat éventuel ou pour fuir. Ce que nous ne faisons pas. Il n'est pas étonnant que la quasi-totalité des humains soient musculairement tendus, car hypertendus nerveusement. Placez une personne terrifiée par les chiens dans une pièce fermée. Bandez-lui les yeux de manière à ce qu'elle ne voie rien. Passez-lui une bande son d'une porte qui s'ouvre et d'un chien qui rentre dans la pièce en aboyant. Immédiatement va se déclencher en elle une réaction de stress intense, alors qu'il n'y a aucun danger. Apprenez à être conscient de ce qui vous oblige à déclencher la réaction de lutte ou de fuite. Je précise ici que nos amis chasseurs préféreront la lutte, tandis que nos amis runners préféreront probablement la fuite. Parce que trop souvent, nous éprouvons du stress pour des choses futiles, comme des clés égarées, ou lorsque nous sommes en retard pour un rendez-vous, ou lorsque nous sommes coincés dans le trafic, quand nous ne pouvons pas contrôler ni le monde autour de nous, ni les projets ou les délais nécessaires pour les terminer. Aucune de ces choses ne sont dangereuses ou ne menacent notre vie, mais elles se traduisent par des changements internes dans l'organisme, tels que l'arrêt de la digestion, les muscles tendus, le cœur qui bat plus vite et bien d'autres choses inconscientes. Le stress affecte l'ensemble de notre expérience de vie, de notre capacité à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions, notre capacité à résoudre des problèmes, notre capacité à être créatif, à communiquer efficacement, à apprendre. Et en plus, le stress affecte aussi notre santé. Il peut vraiment affaiblir notre système immunitaire, ce qui peut entraîner des maladies plus ou moins graves sur le long terme. Donc, revenir à un plein état de conscience du stress, au moment même où il s'installe, permet d'en interrompre le fonctionnement. En trouver et en comprendre la cause permet de le neutraliser, pour aller dans un sens plus positif. En faisant tout cela, vous serez en mesure de changer considérablement les désagréments du stress dans votre vie. Le stress est généré par une multitude de situations ou de causes. Mais l'une des principales reste bien la peur. Qu'est-ce que la peur ? La peur est une émotion, et la peur est le principal ennemi de l'homme, car bien souvent irraisonnée, elle induit à chaque fois un grand stress. Elle paralyse, elle nous empêche de nous épanouir. Mais d'où vient-elle ? Toujours de la nuit des temps. Rappelez-vous, l'époque de la préhistoire, l'humain confronté à sa réalité de survie, la fuite ou le combat. Rappelez-vous que nous avons hérité du cerveau de l'humain de cette époque, le cerveau limbique, qui se situe juste en dessous du précortex. Rappelez-vous que lorsque nous nous sentons agressés, ou que notre vie est en danger, que cela soit réel ou imaginaire, nous verrons plus tard que le cerveau ne fait pas la différence. Eh bien, ce même cerveau continue à fonctionner de la même manière. Il continue à déclencher la réponse de fuite ou de combat. Nous avons vu précédemment l'état de stress qui est venu se densifier en nous en raison de l'impossibilité manifeste de fuir ou de combattre dans nos sociétés modernes. Aujourd'hui, qu'il s'agisse du combat ou de la fuite, c'est toujours la peur qui en est à l'origine.
comme de tout temps. La peur est à l'origine. Le combat ou la fuite sont impossibles et laissent donc place à l'accumulation récurrente d'une énergie de stress, et le stress nous maintient dans un état perpétuel de peur. Le gros problème est donc que nous, adultes, nous ne voyons pas la peur sous-jacente qui provoque de l'irritation, de l'énervement, pour le moindre petit événement, et qui, dans le pire des cas, nous conduit à des accès de colère puissants, et pour le pire des cas, qui peuvent aller jusqu'au meurtre. Nous accusons les autres, ou les situations extérieures de nous mettre dans cet état. Mais en réalité, tout se passe à l'intérieur de nous. Nous savons que la peur est proportionnelle à la réaction qu'elle provoque. Plus la réaction est puissante, et plus la peur qui en est à l'origine est grande. Le problème, c'est que plus la peur est grande, plus elle est déguisée, et plus il est difficile de l'apercevoir, car cette peur est née dans les tout premiers jours de notre vie. Lorsqu'un bébé vient au monde, il est dépendant à 100% de sa maman, en raison de ses besoins vitaux. Or, et en particulier les 7 premiers jours de sa vie, si un bébé est séparé de sa mère pour une quelconque raison, il va développer des peurs qu'on appelle mortifères, parce qu'elles se réfèrent à la peur de mourir. Mais cette peur est chez l'humain la plus puissante des peurs. Elle a des conséquences imprévisibles et considérables. Un humain, face à un danger mortel, sera capable de développer une puissance phénoménale, car il a un réflexe de survie absolument incroyable. Il est capable de tuer pour survivre. On a vu des humains survivre à des situations que jamais nous n'aurions pu imaginer possibles. Retenez bien que la peur la plus puissante chez l'être humain est la peur de mourir, parce que c'est la première peur que l'humain contacte dans sa vie. Elle a pris naissance depuis les premiers jours où nous avons été conçus. Un bébé qui n'est pas désiré par sa mère ou par son père le sent dès les premières heures de sa naissance et va développer une peur mortifère. Cela se place évidemment sur le plan énergétique, avant même de se matérialiser sur le plan physique. Tout bébé qui est séparé de sa mère, car né prématurément ou abandonné, comme pour des raisons de santé, va automatiquement développer ces fameuses peurs mortifères. Pourquoi ? Comme je vous le disais, un bébé est dépendant à 100% de sa maman pour ses besoins vitaux. Quand un bébé est en gestation dans le ventre de sa mère, il est protégé et nourri. Et tout d'un coup, il est éjecté de cette matrice dans laquelle il était nourri, où il se sentait protégé. Remettons la réalité dans son contexte. Dans le ventre de maman, les bruits environnants sont atténués, la lumière est atténuée, la chaleur est stable, le contact corporel est doux. À la naissance, voilà tout à coup ce bébé arraché d'une partie de lui-même, sa maman, et exposé au froid, au bruit, à une lumière violente, et manipulé par des mains dont il ne connaît rien, alors qu'il a passé tranquillement plusieurs mois sans jamais avoir été déplacé. Baignant dans un liquide en quasi-suspension, le voilà soumis à l'attraction terrestre, à la lourdeur de son corps. Vous imaginez le choc. C'est comme si vous étiez dans un bain chaud, en train de vous relaxer, presque à vous endormir, et en moins d'une seconde, l'eau du bain disparaît. Que la température en dehors de la baignoire soit froide, qu'on vous prenne juste après, on vous secoue. Imaginez-vous le choc. Et dans ce cas, nous parlons bien entendu d'un bain qui aura duré tout au plus 1 heure. Imaginez le bébé après plusieurs mois. Si à ce moment, le bébé est remis à sa mère, il peut alors doucement se rassurer et se remettre tranquillement du choc. La chaleur corporelle de la maman, son énergie, son lait doux et sucré, tout cela rassure le bébé. Ceci est ce que la nature a créé. Mais si à ce moment on le sépare de sa maman, le bébé en état de choc va développer instinctivement une immense peur pour sa propre survie, parce qu'il va se sentir abandonné, et qui dit abandonné dit que personne n'est là pour assurer sa survie. Dès que le nourrisson ressent la sensation de faim, et que sa mère n'est pas là pour le nourrir, la peur de mourir s'installe, puissamment, par manque de nourriture. Dès qu'il commence à se sentir seul,
il fait cruellement l'expérience de la séparation. Si sa mère n'est pas là à ce moment précis pour le rassurer, la peur de mourir s'installe puissamment, par manque de lien. Dès qu'il commence à ressentir un inconfort quelconque, si sa mère n'est pas là à ce moment précis pour le soulager, la peur de mourir s'installe puissamment, par manque de protection. Dès qu'il pleure, quelle qu'en soit la raison, si sa mère n'est pas là pour l'entendre, il aura la sensation de n'être important pour personne. S'il n'est important pour personne, on peut l'oublier et le laisser mourir. Alors la peur de mourir s'installe, puissamment, par manque d'attention. Ces peurs, une fois ressenties, vont s'inscrire au plus profond de l'inconscient du bébé, et cela le poursuivra toute sa vie. S'il n'a pas la chance, comme vous aujourd'hui, d'entendre ces mots, pour peut-être saisir la chance qui vous est proposée de régler tout cela. Dans la science des Védas, il est dit qu'un bébé a un besoin vital de 5 éléments dans sa toute jeune vie. La présence de sa maman, l'amour de sa maman, le contact cutané avec sa maman, le plaisir de la tétée et la nourriture chaude et sucrée du lait maternel. Celui qui aura reçu tout ceci sera un peu oisif, dilettante dans sa vie, suiveur. Celui ou celle qui n'aura pas reçu ces 5 éléments pensera qu'il ne peut pas se trouver, car sa peur de mourir le mettra dans un inconfort permanent. Il cherchera et cherchera encore les raisons. Et finalement, il se trouvera lui-même. Je vous demande à présent de bien retenir que la peur la plus puissante chez l'être humain est la peur de mourir. Or, que croyez-vous qu'il se passe quand un événement que la majorité des êtres humains trouverait insignifiant, tel qu'un mot, une phrase, une image ou une situation, vient réveiller la peur de mourir du bébé? Rappelez-vous qu'en cas de danger mortel, l'être humain est tout à fait capable de tuer. Si on faisait une analyse de ce qui a réellement poussé une personne à en tuer une autre, dans plus de 80% des cas, nous retrouverions un événement ou une parole qui a activé la peur de mourir du bébé qu'était cette personne jadis. Nous verrons plus tard comment cette peur va refaire surface tout au long de la vie de chaque être humain. Ajoutons que cette peur, ainsi que toutes les autres peurs contractées avant l'âge de 7 ans, vont influencer 99% de nos vies. Que vont provoquer ces peurs une fois que l'enfant va devenir un adulte? Nous ne parlons ici que de la peur de mourir par l'abandon, car c'est la première peur contractée et aussi la plus importante. L'adulte aura toujours peur d'être abandonné, et il pourra développer à un moment de sa vie une jalousie maladive auprès de ses partenaires. Ou alors, il adoptera une stratégie basée sur la gentillesse, pour ne pas être abandonné. En même temps, cette gentillesse, souvent inadaptée aux situations vécues, placera l'adulte dans un état de stress permanent, car il n'est pas lui-même dans ce jeu. C'est un jeu de rôle qu'il s'imposera tout au long de sa vie. Dès que l'adulte fait face à une remarque quelconque, son inconscient contacte immédiatement sa peur de mourir par abandon. Sous-entendu qu'il n'est pas assez bien, donc on peut l'abandonner. Et les réactions qui en découlent sont généralement totalement démesurées par rapport à la remarque qui est reçue. Dans tous les actes de sa vie, l'adulte aura peur de ne pas être suffisamment important aux yeux des autres. Il va souvent en faire trop, ou à l'inverse, aura peur de s'aventurer dans certains domaines importants de sa vie. Ces deux comportements sont le résultat induit par la peur d'échouer. Être diminué ou pas suffisamment important le ramène irrémédiablement et immédiatement à sa peur de mourir. Cette peur l'empêchera d'avancer dans la vie, par manque de pouvoir sur lui-même. Il est important de commencer à résoudre toutes ces peurs mortifères avant d'entamer tout travail de changement. C'est donc le premier exercice que nous mettrons en avant dans notre programme Képri. Nous allons maintenant porter notre attention sur une autre source de problèmes dans notre vie. Nos croyances ou nos convictions. Nos croyances nous empêchent d'être heureux, libres et sereins dans nos vies. Je ne parle pas plus des croyances religieuses que de toute autre forme de croyance.
Une croyance provient d'une déclaration ou d'une pensée que vous acceptez comme vraie, à propos des autres, de la vie ou de vous-même. Vous vous souvenez que votre subconscient enregistre des centaines d'informations par seconde, et cela depuis votre conception. Vos souvenirs sont stockés au plus profond de votre ordinateur mental. Il y a ceux dont vous êtes conscient et ceux que vous avez totalement occultés. Ces souvenirs ont généré des croyances. Si dans votre esprit vous vous êtes senti abandonné, vous générerez la croyance que les relations sont dangereuses, car si on cherche, on a peur d'être abandonné. En fait, c'est une conséquence possible, mais dans votre croyance, vous avez superposé relation et abandon. Pour la grande majorité d'entre nous, nous retrouvons l'origine de nos croyances dans notre enfance. À cette époque, alors que nous sommes en contact étroit avec nos parents, notre famille, nos professeurs, nos amis, nous nous entendons répéter des dizaines, des centaines, des milliers de fois une multitude de dictons, comme par exemple « Il est dangereux d'essayer quelque chose de nouveau »,« On n'a rien sans rien »,« L'argent se gagne à la sueur de son front »,« Tu n'as jamais le droit de faire des erreurs »,« Les erreurs se payent toujours »,« Il faut souffrir pour mériter ce qu'on veut », Tu ne peux pas. T'as pas le droit de. Il faut. Tu dois. C'est impossible. Ne rêve pas. La vie est dure. Ne fais jamais ça. Les hommes préfèrent les blondes, les brunes, les femmes minces, grosses, petites, rondes, sexy, les confiantes. Les femmes préfèrent les mecs bruns, blonds, sûrs d'eux, les hommes qui ont de la conversation, les musclés, les tablettes de chocolat, les hommes plutôt ronds, etc., etc. Ou alors, personne ne m'aime, croyance répandue. Vous ne pouvez pas tout avoir. Pour être aimé, je dois être là ou le plus gentil, le moins gentil, le plus sexy, pas trop sexy, souriant, pas trop souriante non plus, hein, détaché, attaché ou fidèle. Au choix, il y en a des milliards d'autres. Tout le monde croit devoir être ou faire quelque chose que nous aimons, même si c'est inconscient la plupart du temps. Les croyances sont utilisées comme matériau de base dans la construction de l'identité. Elles soutiennent la représentation que vous avez de vous-même comme des autres. Elles sont la dalle de béton sur laquelle vous édifiez votre vie. Êtes-vous maintenant prêt à découvrir ce qu'est une croyance fondatrice ? Positive ou négative, ces croyances contrôlent la plupart de votre comportement, vos actions, et donc la façon dont vous vous manifestez et créez votre vie. Sans elles, vous vous laisseriez la possibilité d'expérimenter toutes les possibilités de la vie. Et c'est pourquoi nous appelons cela des croyances limitantes. Dans un processus de positivisme, il est tout aussi nécessaire d'apprendre à générer le positif que de prendre conscience du fait qu'une croyance positive peut aussi être limitante. Prenons l'exemple de « je n'ai pas d'argent et c'est très bien ». Que peut être le résultat d'une telle croyance, si la vie nous démontre que l'ego spirituel est allé un peu trop loin? Probablement des problèmes de vie, de la frustration, puis de la colère, puis une immense tristesse, assortie d'un profond dégoût de soi. Une croyance limitante est une vision de l'esprit qui nous fait croire, la plupart du temps, que nous ne sommes pas capables de faire certaines choses, ou qui, à contrario, nous pousse à nous extraire de la vie dans ce qu'elle a de plus riche. Nous n'avons pas le droit d'être heureux. Celui-là n'a pas le droit, ou ne mérite pas d'avoir certaines choses. Ces fausses croyances sont toxiques, car elles brident notre potentiel. Elles ont aussi un effet pervers. Plus on y réfléchit, plus on essaie de trouver des preuves pour les justifier. Au lieu de ça, les dépassés nous donnent l'opportunité d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Parfois, vous avez adopté une croyance qui, à force d'être confirmée dans votre vie, est devenue une graine qui a pris solidement racine dans tout votre être. Toutes les situations qui ont pu confirmer ce qui devient votre loi ont été enregistrées et utilisées comme preuve de cette affirmation. Vous défendez votre croyance, quitte parfois à juger ceux qui ne pensent pas comme vous. Une croyance limitante affecte vos perceptions,
vos sentiments et vos pensées. Elle teinte le monde autour de vous et en vous. La mauvaise nouvelle, c'est que votre subconscient dirige votre vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous suffira d'analyser les scénarios répétitifs de votre vie pour trouver les croyances cachées afin de vous rendre à votre liberté de créer. Parlons à présent du bonheur. Ce bonheur que nous cherchons tous, ce bonheur qui nous échappe, ce bonheur qui vient puis qui repart, ce bonheur qui n'est jamais assez durable. Selon vous, quelles sont les 3 sources d'un bonheur durable ? Je n'invente rien. Des études à grande échelle ont été faites et ont établi que le bonheur ne dépend pas de ces choses auxquelles nous pensons d'habitude. Vous pensez que le bonheur dépend du bien-être matériel ? De la richesse, du revenu, de la maison, la voiture, les bijoux, les objets ou autres ? Non. L'argent ne crée pas un bonheur durable. Il n'est qu'un moyen, et à condition d'avoir de quoi subvenir aux besoins de base, de la nourriture, un toit et un minimum de sécurité, on peut être heureux sans avoir beaucoup d'argent. Vous pensez que le bonheur dépend du statut social et des diplômes ? Raté. L'intelligence n'aide pas forcément à être plus heureux. Vous pensez que le bonheur dépend de la beauté physique ? Ça, c'est connu, hein, n'est-ce pas ? Les stars semblent bien être les plus heureuses, comme nous le confirme la lecture de tous ces magazines People. Non, vous ne deviendrez pas plus heureux en devenant plus beau, mais vous aimerez davantage. Vous pensez que le bonheur dépend de la santé ? Contre toute attente, même les personnes atteintes de maladies chroniques parviennent à se sentir heureuses dans leur vie. Ces mêmes études ont révélé que les 3 sources de bonheur durable sont les relations personnelles. Nourrir des relations épanouissantes avec les membres de sa famille, avec ses amis, a toujours un effet positif et déterminant sur le sentiment de bonheur. Les activités, qu'il s'agisse d'activités professionnelles ou récréatives, c'est ce que nous faisons qui nous rend heureux. À faire ce qui ne nous plaît pas, ne nous amuse pas, ne nous enrichit pas, nous dépérissons. L'activité est essentielle au bonheur. La foi. Toutes les études sont concordantes sur ce point. Les personnes qui cultivent une certaine foi se disent plus heureuses, mis à part les intégristes et les extrémistes religieux. Mais pourquoi ça ? On peut souligner le soutien apporté par une communauté de valeurs partagées, un rapport vivant à la transcendance et un ensemble de croyances positives. Le bonheur est plus lié à un état d'être qu'à des choses que nous possédons. Qu'en est-il maintenant du bonheur de partager des relations épanouissantes en famille ou entre amis ? Observez les gens aujourd'hui. Quel genre de relations entretiennent-ils avec leur famille, avec leurs amis ? La grande partie de la population, en dehors de ses heures de travail, est désormais plongée individuellement dans son smartphone, devant son téléviseur, totalement hypnotisée par les écrans. Ils ne partagent rien ou pas grand-chose, ou alors uniquement ce qu'ils voient à la télé, ou le dernier buzz sur Internet. Où sont passées toutes ces heures de discussion et de rire ? Où est passée toute cette complicité que nous partagions avant, en famille ou entre amis ? La déshumanisation de nos sociétés est sans doute la première cause du manque de joie et de bonheur aujourd'hui. Les gens sont coupés de la principale source d'un bonheur durable. La deuxième source de bonheur durable est le fait de pratiquer une activité. Beaucoup de gens ont une activité dans laquelle ils ne sont pas épanouis, parce qu'ils n'ont pas souvent le choix. La réalité économique fait qu'il est une obligation absolue de travailler pour payer et assurer notre confort de vie. Mais globalement, dans les pays industrialisés, on ne voit malheureusement que peu de gens qui sont heureux dans leur travail. Alors que l'épanouissement au travail est la deuxième raison de bonheur durable. Le troisième dépend du pays où l'on vit. Dans la plupart des pays industrialisés, la foi en la vie a été progressivement érodée pour faire place à l'acquisition de biens. L'acquisition de biens suscite une course effrénée après l'argent. Et cette course nous coupe de la jouissance de l'instant présent. Toujours projeté dans le futur et le règlement des factures, soucieux, inquiet ou tout simplement jamais satisfait. Il n'y a aucun bonheur durable qui soit envisageable dans cet état de fait.
Avant l'avènement de la télévision, les gens étaient beaucoup plus proches qu'aujourd'hui, parce qu'ils communiquaient vraiment ensemble. Ils se couchaient tôt et se levaient tôt, en pleine forme, et pouvaient vaquer à leurs occupations, ce qu'ils sont. Ils étaient énergétiquement reliés. Ils partageaient des émotions, des idées, des pensées, des efforts partagés dans la réalisation des rêves. L'avènement de la télévision a coupé les liens humains. Ils ont commencé par ne plus communiquer, tellement occupés, collés à l'écran de la télévision, hypnotisés par ce nouveau média. Ils sont coupés de la première source de vie, l'humanité, source de bonheur durable. Ils restaient éveillés jusqu'à des heures tardives, les empêchant de se lever en forme, et capables de vaquer à leurs occupations avec dynamisme. Ils ont coupé leur deuxième raison de bonheur durable. Progressivement, se sont développés les réseaux sociaux, parce que très vite, la société de consommation a compris que sans lien social, les humains n'étaient pas heureux. Ce lien social physique et énergétique a donc été recréé artificiellement au travers des réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui promettent bien plus d'amis qu'on ne pourrait jamais en avoir, mais que l'on ne voit, pour la plupart, jamais réellement ou physiquement. Le concept de réseau social plonge l'humain dans son écran. Il y passe souvent plus de temps qu'à dormir. Parfois même, l'ennui au travail est compensé par une surconsommation d'écran et de réseaux sociaux. Notre existence même, créatrice de bonheur et de joie par nature, s'est transformée en vie virtuelle, puis en existence virtuelle. Revenons donc en arrière, et ressentez la qualité de bonheur que les gens partageaient à l'époque où les chaînes d'infos, vecteurs anxiogènes en puissance, n'existaient pas, où la télévision et les écrans n'absorbaient pas notre vie, nos énergies, en nous séparant les uns des autres, au prétexte même de faire tout l'inverse. Bien qu'il faut reconnaître que nos anciens n'avaient pas tout le confort actuel, ils avaient bien en eux cette joie de vivre et de s'accomplir. Lorsque nous n'avions pas encore Internet, les enfants jouaient dans la rue, ils riaient, ils étaient contents, même si leurs parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Nous n'avions même pas des téléphones portables. Quand on voulait joindre quelqu'un, on appelait le soir, on laissait un message. On ne tombait pas malade quand notre correspondant ne répondait pas dans les 2 minutes qui suivaient. Les amis se rencontraient chez d'autres amis, dans un café, un spectacle, un cinéma. On parlait, on se courtisait en vérité. On partageait des jeux ensemble, et on riait pendant des heures. Aujourd'hui, lorsque je bois un café et que je vois de jeunes couples en terrasse, ou simplement des amis, partout dans le monde, cela m'attriste de voir que chacun est plongé dans l'écran de son téléphone portable. Les visages sont tristes, méfiants, suspicieux même, car l'humanité ne communique plus. Il n'y a plus de relations humaines, ou si peu. Il y a même fort à parier que lorsque la masse active du jour rentre chez elle, la première chose qu'elle fait est d'allumer la télévision, pour occuper les enfants ou le mental. Nous vivons dans du bruit permanent, un bruit qui abaisse nos énergies. Des informations sans cesse, visuelles, souvent choquantes, auditives, des injonctions permanentes, des formes de culpabilisation multiples qui font perdre tout espoir, toute foi en la vie. Aujourd'hui, tellement de personnes sont tristes ou mécontentes parce qu'elles ne peuvent pas répondre aux envies que la télévision a émissées en elles. La télévision, les réseaux sociaux, les médias ont progressivement transformé les bases de notre humanité, imposant la croyance, limitante, que le vrai bonheur est de posséder la nouvelle voiture, le nouveau smartphone, la belle maison, le stock de papier toilette ou le stock de pots de Nutella en promotion. Nos besoins compulsifs sont programmés par une réalité sociétale installée depuis des décennies. Nos besoins et nos envies alimentaires sont programmés par les écrans, dont la puissance va même jusqu'à nous faire manger des produits dont on ne sait absolument rien, si ce n'est qu'ils sont consommables. Chimiques, mais consommables. Il est temps ici de se rappeler du fonctionnement de notre inconscient. Enregistrer des centaines d'informations à la seconde, tout le temps. Finalement, un écran aura ce pouvoir d'ouvrir les portes de l'inconscient pour y installer des vérités qui n'en sont pas. La seule logique qui restera sera la suivante. Puisque tout le monde le mange, je peux le manger. La technologie est un bienfait pour l'humanité. Mais force est de constater qu'en nous coupant du réel, elle nous prive de notre humanité.
Je voudrais maintenant parler du pouvoir des mots. Vous êtes-vous déjà demandé comment les mots que nous utilisons tous les jours ont un impact très puissant sur nos vies? Tous les mots que nous utilisons, que ce soit par la pensée ou la parole, influencent nos émotions, nos sentiments et même les décisions que nous prenons. Et malgré nous, nous développons l'habitude de dire des mots sans réfléchir, sans même penser à la direction où ils vont nous emmener. Je ne suis pas assez bon, je n'y arrive jamais, le monde est mauvais, je ne suis pas assez intelligent ou intelligente, je suis trop honnête, je suis trop timide, je suis trop jeune, trop vieux, la vie est dure, je n'ai pas de chance, c'est la mouise, etc. Il y en a des centaines de milliers d'autres. Les mots qui font partie de nos vocabulaires peuvent être énergisants ou paralysants. Ils façonnent nos vies à notre insu. Chaque mot a été créé pour une raison, depuis la nuit des temps. Chaque mot possède une énergie qui lui est propre. Si je vous dis « c'est dégueulasse cette bouffe », vous admettrez sans peine que cela n'a pas le même effet que « cette cuisine est divine ». Ce n'est pas tant le sens premier des mots, c'est la vibration du son, et aussi le sens parfois caché, ou double de certains mots qu'il faut voir. Prenez une personne qui se dit constamment fatiguée, ou qui se plaint d'être déprimée et seule. C'est vraiment malheureux, mais sa vie sera vécue dans la tristesse et le découragement. Curieusement, une autre personne qui passe son temps à dire qu'elle se sent bien, qu'elle est heureuse et satisfaite de sa vie, se retrouve à vivre une vie de succès. Tout est énergie dans ce monde, et cette énergie est exprimée par la vie. Toutes nos pensées émises, toutes les paroles prononcées émettent une fréquence, des combinaisons de sons. Toutes nos paroles et toutes nos pensées proviennent d'informations stockées dans notre inconscient qui, nous le savons maintenant, a enregistré bien des choses durant notre enfance et durant toute notre vie. Les pensées devenues des mots ont été transmises en paroles et en actions. Il faut aussi savoir que l'inconscient peut réagir à certains mots que nous entendons, sans que nous soyons conscients du résultat qui va se produire. L'inconscient n'a pas la capacité d'analyser le sens des phrases. Ça, c'est le domaine du conscient. Laissez-moi vous donner un exemple. Ne pensez surtout pas à la neige qui est sur le toit. Vous allez inévitablement y penser et voir la neige sur le toit, parce que votre inconscient a reçu la projection vibratoire de la neige, bien que je vous dise de ne pas y penser. Prenons un autre exemple. Si vous dites « Rien de tout cela ne m'empêchera de réussir », la phrase peut vous sembler positive, mais dans le sens même de la phrase, derrière se cache l'énergie des mots. Rien dans tout cela est une injonction négative. Ne m'empêchera est un verbe restrictif. De réussir, si vous comprenez le sens de la phrase et que vous comprenez l'énergie des mots, vous allez retenir que finalement, la phrase que vous prononcez est plus à consonance énergétique négative que positive. La conséquence de ça, c'est que souvent dans nos vies, nous réagissons dans de simples dialogues. Notre mental conscient s'arrête souvent sur un mot, car le subconscient réagit à un mot, qui ramène une émotion vécue dans le passé. C'est l'empreinte vibratoire du mot qui est importante pour l'inconscient, alors que pour le conscient, c'est le sens du mot. Expliquons cela. Si je dis « je ne serai plus nul » ou « je ne veux pas souffrir », l'inconscient réactif ne fait pas l'analyse des phrases. Il réagit à l'empreinte énergétique des mots. Ainsi, la négation n'est pas obligatoirement prise en compte, et seuls les mots « nul » et « souffrir » amèneront l'inconscient à bloquer le conscient. C'est ainsi que souvent, dans nos discussions avec l'extérieur, nous pouvons constater que nous bloquons ou que notre interlocuteur bloque sur un mot et n'écoute pas la totalité de la phrase. En plus de nous autoprogrammer à des pensées négatives, alors même que nous désirons l'inverse, nous imprégnons nos vibrations de négatif. Il est donc préférable de changer notre mécanisme de pensée et par exemple de dire « je suis plus fort maintenant ». À partir de maintenant, je profite de la vie dans la joie. Tout est énergie.
ton nom, ton prénom, les mots que tu emploies ou ce que tu penses de toi et des autres. Ne l'oublie pas. C'est pourquoi il est très important de prendre conscience du pouvoir de nos mots et de correctement exprimer nos pensées. Mais d'abord, bien sûr, il convient d'être conscient de nos pensées, à l'instant même où elles naissent dans notre mental. Être conscient de nos pensées nous permet de les teinter d'une énergie positive avant même qu'elles s'expriment en paroles et en actes. Je vous invite donc, à présent, à visionner la vidéo dont le lien vous est donné dans la description de cette vidéo. Ce film a été réalisé à partir des travaux du docteur Emoto Masaru, un ingénieur japonais, qui a eu la brillante idée d'étudier le pouvoir des mots sur l'eau. Cette courte vidéo nous donne la preuve des effets que les mots que nous prononçons peuvent avoir sur l'eau. Cette petite histoire vous fera réaliser à quel point il est important de contrôler les mots que nous utilisons, pour nous protéger et pour créer l'environnement qui nous est bénéfique autour de nous et en nous. Avec toutes celles et tous ceux qui décideront de suivre le programme Kepri, nous allons passer les jours suivants à travailler pour faire pousser les graines. Nous allons changer les informations, pensées, injonctions et suggestions négatives afin qu'elles ne puissent plus jamais gâcher votre vie et le bonheur dans votre vie. Nous allons travailler sur les traumas et sur tous les problèmes de votre vie. Nous allons chercher les origines, vous accompagner, vous permettre de fouiller dans votre inconscient, vos différentes et nombreuses mémoires de vie, pour trouver les origines de tout ce que vous ne pouvez plus ou ne savez plus aujourd'hui contrôler, de réactions négatives ou problématiques. Alors pour commencer, si vous souhaitez contribuer à votre bonheur au quotidien, rapprochez-vous au maximum des 3 vraies sources de bonheur durable dont nous avons parlé. Êtes-vous prêt à changer ce qui peut l'être ?